Encore une fois, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de Tribune Actu. Tribune Actu, c'est votre magazine consacré à l'actualité liée au développement et à la croissance. Aujourd'hui, encore dans le cadre de cette émission, je reçois 4 invités. À ma gauche, M. Bamba Fan, directeur d'une institution de microfinance. En face de M. Bamba Fan, nous avons notre ami de tous les jours, Joël Agoli, journaliste qui intervient dans cette émission en qualité de chroniqueur. Mais avant cela, je voulais juste revenir à M. Bamba Fan. M. Bamba Fan, Afrique Émergence, une idée? Afrique Émergence est une société de microfinance spécialisée dans la distribution des microcrédits et la collecte de l'épargne. Et nous travaillons essentiellement avec des femmes qui représentent à peu près 70% de notre clientèle. Mais bien sûr, nous avons ouvert notre clientèle aux hommes aussi. Et voilà, c'est une institution qui est présente sur la Côte d'Ivoire essentiellement depuis 10 ans. Joël, tu connaissais Afrique Émergence avant cette émission? Juste une idée? Oui, il faut dire que cette structure n'est pas suffisamment connue. Je suis sûr qu'avec le temps, elle le sera. Mais on aura l'occasion d'avoir j'ai la chance d'être parmi les élus qui informations et des détails sur cette structure. On a besoin de le promouvoir. Alors, à côté de M. Bamba Fan, nous retrouvons notre consultant habituel, M. Salomon Maotoudi, qui est sur ce plateau en qualité d'économiste. Bonsoir, M. Maotoudi. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Tribune Actu. Merci. Voilà. Juste en face, quelqu'un que sûrement vous connaissez, M. Arantès Bonali. Voilà, c'est comme ça on le connaît dans le monde du cinéma en Côte d'Ivoire. Mais à côté de cela, c'est M. Adama Coulibaly, qui intervient aussi au sein du ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et je suis le directeur de communication. Ok. Alors, le décor étant planté, mesdames et messieurs, bienvenue dans Tribune Actu. Tribune Actu, quand l'information s'invite chez vous. Tribune Actu, c'est le meilleur de l'actualité, sous tous ses thèmes: économie, sport, culture, société, politique. L'actualité commentée, décryptée et analysée par des professionnels de la communication et de l'information. Tribune Actu, le seul et l'unique talk show, parce que l'information précède le développement. Tribune Actu, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Parce que les banques ne prêtent pas aux pauvres, la microfinance, concept fondé sur le prêt pour l'investissement, connaît un essor considérable en Afrique, généralement reconnu comme l'un des continents les plus pauvres du monde. Système bancaire traditionnel et émergent, la microfinance est un véritable levier de croissance dans la course vers l'émergence économique tant espérée par certains États africains. Alors, M. Bamba Fan, quel essor connaît la microfinance sur notre continent aujourd'hui? Sur notre continent en particulier, la microfinance connaît un essor, disons, à 2 vitesses. Il y a la microfinance dans l'espace des pays anglophones, qui est très avancé, notamment au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, et tout près de nous ici en Afrique de l'Ouest, le Ghana qui a fait beaucoup d'avancées. Et malheureusement, dans l'espace francophone, nous sommes un tout petit peu à la traîne, parce que simplement nous avons raté un virage important au début des années 90, au moment où la microfinance dans l'espace anglophone commençait à passer de la conception de l'assistance sociale à une conception plus professionnelle, à une conception à la limite business de la microfinance. Nous sommes restés pendant longtemps dans cette conception de la microfinance comme juste un instrument d'assistance sociale, d'appui juste aux pauvres, alors qu'il fallait déjà anticiper pour s'assurer que les institutions de microfinance soient suffisamment, comme disent les Américains, sustainable, soient soutenables à long terme, qu'elles aient des méthodes de financement qui leur permettent d'être autonomes, qui leur permettent de s'autofinancer. Alors concrètement, comment fonctionne une institution de microfinance concrètement? Écoutez, une institution de microfinance est exactement une banque. C'est le métier, comme disent les Américains, c'est le core business de la banque. C'est collecter l'épargne et distribuer le crédit. La seule différence fondamentale entre une banque et une institution de microfinance, c'est la cible. La cible, c'est-à-dire les personnes à bas revenus ou des personnes qui ne peuvent pas être servies par les banques. De ce fait, la microfinance a développé des instruments et des méthodes de travail qui diffèrent de la banque dans l'approche à la clientèle, dans l'approche même de l'évaluation du crédit aux clients, etc., etc. De sorte qu'en réalité, c'est un métier de banque, mais avec des méthodologies, avec une approche complètement différente. Alors voilà. donc, pour comprendre, vous êtes un concurrent des établissements financiers. Je n'ose pas dire que nous sommes des concurrents. Si nous voyons la concurrence dans
de sens plus large peut-être oui, mais en réalité nous sommes complémentaires, nous sommes deux entités complémentaires. Nous allons là où la banque ne peut pas aller et la banque, comment on appelle, la banque aussi ne va pas là où nous opérons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la cible que nous traitons, la cible que nous servons, en général, le fonctionnement, la culture même du métier des banques ne permet pas de servir cette clientèle-là. De sorte que les institutions de microfinance sont plutôt un secteur complémentaire au secteur bancaire. Voilà. Bien que nous soyons dans le même métier, nous sommes complètement donc, dans deux sphères différentes, avec des approches et des méthodologies différentes, mais l'objectif final étant de permettre à toutes les couches sociales, des plus faibles aux plus relevés, c'est-à-dire du petit vendeur à la plus grosse multinationale, d'avoir accès au financement, d'avoir accès à des services financiers, de sorte qu'il y ait une intégration de l'économie depuis la base jusqu'au sommet. Alors, généralement, les banques disent que les Africains n'ont pas coutume d'épargner. C'est pour cela que le taux de bancarisation dans nos États est faible. À la limite, comment vous, en tant que source de microfinance, vous arrivez à trouver vos financements et mettre à la disposition de ces pauvres qui vous sollicitent à tout moment pour des projets? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure que la microfinance a connu un tournant décisif au début des années 90, dans les pays, essentiellement dans les pays anglophones. Malheureusement, les pays francophones n'ont pas suivi. Ce tournant décisif, c'était quoi? C'est essentiellement dans l'approche de l'avenir des institutions de microfinance elles-mêmes. Parce que n'oubliez pas que la microfinance a connu beaucoup d'évolutions. Au départ, tout le monde se souvient de Mohamed Younous, on a parlé des microcrédits, c'est-à-dire qu'il fallait prêter avec la Grameen Bank, exactement. Il fallait prêter des petits crédits aux populations à faible revenu, aux populations pauvres. 2006 a été décrété l'année internationale du microcrédit. Oui. Et en 2006, Mohamed Younous a reçu le prix Nobel, pas d'économie, mais le prix Nobel de la paix. Pourquoi? Parce que simplement on s'est rendu compte que l'accès au crédit, l'accès au financement des pauvres est un facteur de stabilité sociale, oui. Finalement. Il est d'un pays qui est extrêmement pauvre, le Bangladesh, et les gens estiment que s'ils n'avaient pas initié le concept de microcrédit, non seulement au Bangladesh, mais finalement dans toutes les zones d'Asie du Sud-Est, probablement qu'on aurait connu une instabilité sociale dans ces régions-là. Donc, je pense que c'est pour la raison pour laquelle on leur donne le prix Nobel de la paix. Alors, monsieur Adama Coulibaly, je pense que les institutions de microfinance, vous en connaissez, mais quel regard portez-vous aussi sur ces institutions en termes de réglementation et de régulation? Est-ce que j'en connais assez. Même Afrique Émergence, je connaissais. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je paraphrase l'autre pour dire que Afrique Émergence n'avait pas fait beaucoup de médiatisation, mais sinon c'est connu. Ouais. Voilà. Mais ce que je peux dire seulement, c'est-à-dire qu'il y a un besoin, et puis on a une grande partie de la population qui est analphabète. Et dans les microfinances, on se tutoie aisément. Or, dans les structures bancaires les plus solides, c'est de vous à vous. Et ça fait qu'on a l'impression qu'on a affaire à des étrangers. Or, dans les microfinances, on a l'impression d'être avec son voisin. Donc, c'est l'approche, la proximité même que ça dégage dans la communication qui est déjà intéressante. Et puis, de deux, c'est l'accessibilité du crédit. Et quel crédit? On n'a pas besoin de grosses sommes, on veut des petites sommes. Et on arrive à avoir ça dans les microfinances. Et c'est de ça que les gens ont besoin. Ils ont besoin d'un petit départ pour agrandir leurs affaires. Mais sinon, dans les banques, il faut avoir 50 millions pour qu'on te prête 50 millions. Nous, on n'a pas besoin de ça. On dit, non, la population dit, on a besoin de 30 000, 40 000 pour commencer les affaires et on avance. Donc, les microfinances, on sait, mais c'est seulement que c'est la mise en place souvent dans les pays francophones. Et dans le système francophone, je dirais seulement qu'il y a une protection administrative qui existe. On veut que la banque reste d'abord le nez gordien de tout ce qui se fait. Et puis maintenant, les microfinances, on leur donne pas beaucoup de possibilités, mais sinon, beaucoup de gens se sentent concernés. Ce que je pourrais ajouter là, il faut noter que ce retard noté dans les pays francophones est dû à beaucoup de facteurs, mais entre autres, les pays anglophones sont vraiment pragmatiques. C'est-à-dire que pour faire sauter les verrous, les barrières, et c'est rapidement.
fait. Donc, il y a ce élément qui joue. C'est vrai qu'il y a d'autres facteurs. Le plateau ne permet pas de revenir là-dessus, mais c'est vraiment important. Je voulais ajouter autre chose, c'est que par rapport, si nous prenons l'exemple que le responsable vient de la microfinance vient de prendre, c'est que mon père paysan qui est au village, à chaque fin d'année, il a 25 millions. Mais lorsqu'il va voir une banque, il n'a pas un élément matériel pour servir de garantie. Parce qu'il n'a pas de titre foncier, il n'a rien, mais en fait, la plantation est là. Alors là, s'il va vers une structure de la microfinance, on peut aller vers lui et voir effectivement quel est son besoin et comment aider ce paysan-là à sortir de la pauvreté. Donc, l'enjeu, c'est de lutter contre la pauvreté, la microfinance. Or, les banques se disent, nous voulons lutter contre la pauvreté, mais en réalité, les banques ne luttent pas contre la pauvreté. Vous avez déjà des moyens, vous êtes riche, vous rentrez dans le système bancaire, vous devenez plus riche. Si vous êtes pauvre, vous rentrez dans le système bancaire normal, vous devenez plus pauvre. Est-ce qu'en termes de gestion, on ne peut pas en fait, reprocher quelque chose aussi sur les microfinances, Joël? Bon, avant que de faire des reproches aux institutions de microfinance, il faut d'abord, moi je pense, les laisser se développer, leur permettre de se développer. C'est parce qu'on ne leur permet pas suffisamment de se développer qu'il y a souvent des problèmes, on a des initiatives qui n'évoluent pas. Aujourd'hui, quand vous prenez les microfinances en Côte d'Ivoire, vous avez un grand leader et d'autres derrière qui essaient de se débattre, mais il y a un véritable manque. Moi, je voudrais aller un peu plus en avant par rapport à notre entretien, dire que le thème, c'est la microfinance à l'heure de l'émergence. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'on se focalise sur la microfinance en tant que microfinance, mais pour dire le bon côté de la microfinance, mais la microfinance apporte quelque chose de plus grand et il ne faut pas qu'on passe à côté. Lorsque on va atteindre cet objectif qui est clair, celui de l'émergence, il y aura un certain nombre de richesses qui seront créées. Les rapports, les indicatifs qui permettent de déterminer, de juger les pays sont des indicatifs de PIB par habitant et autres. Mais quand on fait le PIB par habitant et qu'on trouve une somme, ça ne veut pas dire que chaque habitant a cette somme. Donc même quand on va arriver à cette émergence, il va bien falloir un processus de redistribution des richesses, parce qu'un pays peut tout à fait évoluer sans pour autant que la population vive mieux. Et donc, je pense qu'au moment c'est dans cette phase-là que la microfinance va jouer un rôle très très important. Comme il l'a dit tout à l'heure, M. Gamba, les conditions d'accès au crédit au niveau des microfinances sont beaucoup plus faciles que dans les banques. Donc, si on permet aux microfinances de se développer, ce sont celles-là qui vont être le véritable levier de cette distribution des richesses qu'on aura alors créées tous ensemble. Et je pense que le plus important est d'aider ces microfinances parce qu'il y a un véritable problème. Il faut que, comme il le disait, elles aient accès à la banque centrale ou alors que l'État trouve une autre solution pour leur permettre d'avoir une plus grande stabilité, une plus grande liquidité, et ainsi on les verra avancer. Moi je pense que c'est déjà ça le premier problème. Et puis, ça c'est un problème en aval, mais en amont aussi. Vous parlez du paysan tout à l'heure et d'autres. Les microfinances aident, certes, mais elles ont elles aussi besoin de garanties. Vous ne prêtez pas pour prêter, vous avez besoin de garanties. Il faut que le gouvernement, les États, dans nos pays faibles, à économie faible, essaient de jouer un rôle de garantie pour créer des fonds qui vont servir véritablement à aider tous ceux qui veulent véritablement travailler à avoir accès à des crédits. Donc je pense que de façon ramassée, c'est ce que moi je pouvais dire sur les microfinances. Il faut les encourager et ce n'est pas suffisamment fait. Alors dans la première partie du plaidoyer de Joël, il a évoqué les obstacles, les problèmes dont vous êtes parfois en fait confrontés. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Écoutez, je pense qu'il y a, il y a plusieurs problèmes, hein, surtout en revenant donc, au secteur de la microfinance en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs problèmes. Il a évoqué le problème de refinancement, qui est un gros problème. Je prends l'exemple d'Afrique Émergence. Pendant 10 ans, créé depuis 2003, nous avons obtenu que 2 fois de prêts auprès des banques locales. Et nous avons pu mobiliser toute cette période-là plus de 2 milliards de refinancement auprès d'organismes de financement à l'extérieur. Et je suis toujours étonné de voir que ces financements, lorsque nous les obtenons, nous les négocions avec des fonds d'investissement internationaux,
nous les obtenons. Et les virements sont réalisés sur nos comptes dans des banques locales. Ils reçoivent ces financements, mais personne, je veux dire, même notre gestionnaire n'est pas sensibilisé, n'est pas étonné de se rendre compte que là, nous recevons $1 million d'un fonds de financement, d'un fonds d'investissement hollandais. Mais ils devraient pouvoir se demander, mais qu'est-ce que ce fonds voit que moi je ne vois pas? Ils sont juste à côté de moi. Donc il y a déjà ce gros problème, mais il faut le dire, hein, il y a des responsabilités qui sont partagées. C'est un secteur, l'État doit jouer un rôle, il a dit. Les banques doivent comprendre que nous ne sommes pas des concurrents, mais nous sommes des compléments. Donc elles doivent aussi jouer un rôle important. Nous aussi, dans notre secteur, nous devons jouer un rôle important parce qu'il y a quelque chose, il y a un élément important. Lorsqu'en 1997, la loi Parmec, qui a été la première loi qui a réglementé le secteur de la microfinance dans l'UEMOA, parce que cette loi a été promulguée, dans la plupart des pays, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que toutes les coopératives de production agricole, toutes les coopératives de commerçants, toutes les coopératives d'artisans qui existaient, se sont simplement mutées en institutions de microfinance. En pensant qu'à la limite, la microfinance, c'était au fond une tontine. Ce n'est pas de la tontine. Et je le dis, je suis à l'aise, malheureusement il n'y a pas de banquiers autour de cette table. Parce que moi j'approche mieux les banquiers, mes collègues banquiers que les autres. Ce n'est pas un débat. Non, je le dis parce que, pourquoi? Parce que simplement, en faisant ceci et donc en donnant des autorisations comme ça à ces coopératives, même l'autorité de régulation du secteur a pensé que la microfinance est de la tontine. Mais alors que c'est un secteur qui demande plus de compétences même que les banques. Moi, j'ai fait 10 années dans une grande banque avant de créer une institution de microfinance. Et après 5 ans, 6 ans, je me suis rendu compte que j'ai atteint mon niveau d'incompétence. Je n'arrivais plus à appréhender tous les aspects de mon métier. J'étais obligé de solliciter une organisation internationale qui a placé auprès de moi pendant 3 ans un expert en microfinance pour m'accompagner. Alors que, donc, quand je regarde ça, je me dis, mais c'était un désastre que de donner, comment on appelle, un agrément à des coopératives dirigées par des personnes qui n'ont pas la compétence. Il faut des véritables compétences de banquiers, mais de financiers. Et une expérience avérée, parce que la banque a 200 ans. J'aime à le dire, la banque a 200 ans. Donc, c'est 200 ans d'expérience accumulée. La microfinance, c'est une quarantaine d'années. Donc, chaque jour, il faut créer. Nous participons à beaucoup de conférences internationales où nous partageons les expériences. Parce que simplement, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore véritablement universalisé toutes les pratiques. Chaque région a ses pratiques. Et nous partons voir quelles sont les pratiques que nous pouvons importer dans notre zone. Donc, ce qui fait que, d'où notre secteur, dans l'UEMOA en particulier en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu ces agréments, il y a eu des institutions qui ont apparu, qui ont cru que c'était juste une collecte de tontines, qui ont pris l'argent des épargnants et qui ont disparu aussi rapidement qu'elles sont venues. C'est en ce moment qu'on pourrait dire effectivement l'économie tourne. Parce que tant qu'il n'y a pas d'épargne, quels que soient les programmes de développement que vous allez mettre en place, le pays ne pourra jamais connaître de développement. Pourquoi? Parce que c'est l'épargne qui crée même les entreprises. Puisque j'ai de l'argent, j'épargne, je peux consommer. Or, même quand vous prenez le système bancaire normal, depuis les années 90, disons 2010, je ne vais pas aller loin, 2010 jusqu'en 2013, si vous allez sur le site de la Banque mondiale, vous verrez même qu'en Côte d'Ivoire, l'épargne de la population diminue. Par contre, vous voyez notre PIB qui continue toujours pour dire qu'il y a un véritable problème. La population pauvre n'a pas assez. Donc, il faut développer vraiment ce secteur de la microfinance. Et je pense que si les femmes sont vraiment la cible, c'est parce qu'elles en ont besoin et elles sont exclues du système normal. Je veux juste ajouter, Je voulais excusez-moi. poser une question à M. Bamba. Oui, allez-y. Je voulais poser une question à M. Bamba, parce que tout à l'heure, il a fait un plaidoyer qui me fait dire qu'il prêchait pour sa chapelle. Parce que si c'est vrai que l'État, en ramenant le taux d'usure de 20%, limite les possibilités de microfinance, mais est-ce que ce n'est pas une barrière importante pour protéger aussi certaines personnes? Dans la mesure où, quand vous financez les activités des personnes qui viennent vers vous, tout le monde souhaite que ça se passe bien, mais il y a des cas où ça ne va pas bien. Quand une affaire périclite, il y a beaucoup de difficultés. Le plan, vous avez financé une activité parce que vous avez cru en cette activité, parce que le plan qu'on vous a présenté était bon. Mais il se trouve que dans les faits, cela ne se passe pas. S'il n'y a pas une limitation, pensez-vous que cette personne-là va s'en sortir? Pensez-vous au-delà de cela, que si vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des pays où il n'y a pas du tout de limitation et que la limitation est revenue toute seule. Mais ce n'est pas là
une porte ouverte pour n'importe quoi dans votre secteur si vous en faites comme ça? Oui, bon, c'est une très bonne question. Je vous dis, en réalité, quand la loi du marché qui ramène le taux vers le bas, même dans notre métier, même en Côte d'Ivoire, on le fait, même déjà dans notre portefeuille, nous le faisons. Moi, j'ai des clients que nous avons commencé à financer avec 50 000 francs. OK? Auxquels nous appliquions le taux de 27% à l'époque. Aujourd'hui, nous les finançons à hauteur de 4, 5, 6 millions. Des femmes qui vont maintenant, qui voyagent, qui vont à Istanbul, etc. etc. Quand je les prête, comment on appelle, 6 millions, je ne l'applique plus. De façon, c'est économique, je ne l'applique plus le taux de 27%. Pourquoi? Parce que simplement, c'est beaucoup plus, je veux dire, je travaille moins. Je travaille moins à faire le prêt de 6 millions que quand je fais des prêts de 25 000, de 50 000. Pour vous imaginez le nombre de fois de prêts que je dois faire de 50 000 dans les 6 millions. Et ce que les gens oublient, c'est que le traitement que je fais d'un prêt de 50 000 est exactement le même que je fais quand je fais un prêt de 5 millions ou de 6 millions ou de 10 millions. C'est exactement le même travail. Je ne fais ni plus ni moins. Je ne peux pas faire comme si c'était une économie, comment on appelle, une production industrielle pour dire, bon, ok, toutes les vendeuses d'Aloco, là, bon, j'ai 25 000 francs, je ferme les yeux, je donne à 25 000. Non. Chaque client a sa situation propre. Deux femmes qui vendent l'Aloco côte à côte, qui me demandent chacune 25 000 de prêts. Vous verrez qu'il y a une qui est une mère seule, l'autre qui vit avec un concubin, l'autre a 4 enfants, l'autre a 2 enfants, l'autre a... Exactement. Donc il faut que je fasse des études pour tenir compte de tous ces facteurs. Du coup, ça me revient plus cher de faire des petits prêts. Alors, en baissant le taux de cette façon, alors qu'en réalité, ce n'est pas la préoccupation réelle de la banque qui me demande 25 000 ou 50 000. Qu'est-ce qui se passe? C'est que progressivement, les instituts de microfinance cherchent à aller vers des personnes auxquelles on peut faire des prêts un peu plus importants. Les prêts de 1 million, de 2 millions, de 3 millions. Et dans le cas en Côte d'Ivoire, bon, là, des institutions de microfinance internationales sont arrivées sur la place. Mais aucune d'entre elles, je le dis, aucune d'entre elles aujourd'hui ne s'intéresse à faire un prêt de 25 000 francs. Et aujourd'hui, même dans leur communication, ils te disent nous faisons des prêts jusqu'à 100 millions, nous faisons des prêts jusqu'à 30 millions. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, tout le monde, les gens m'appellent, mais on ne comprend plus pourquoi est-ce que dans votre secteur, les gens vont jusqu'à... Ce n'est plus la microfinance. Mais en réalité, rien ne leur empêche de faire des prêts de 100 millions. Donc, c'est pour dire qu'en définitive, il faut qu'il y ait une politique, on comprend très bien les enjeux. Les enjeux, c'est de permettre aux personnes à bas revenus d'avoir accès au financement. Et quelles sont leurs préoccupations? Est-ce que leurs préoccupations, c'est, en leur prêtant 100 000 francs, leur préoccupation, c'est qu'on leur applique un taux de 27%, 24%? Ce n'est pas ça leur problème. Il faut le savoir. Et donc, pour que nous puissions continuer à les servir, il faut maintenir des taux raisonnables. Sinon, tout le monde va bouger progressivement vers les prêts plus importants, sans vraiment aller sur les plates-bandes des banques. On va aller un peu sur le marché au milieu. Et là, on va laisser tomber une bonne partie de ces populations-là. Alors, M. Adama, généralement, on reproche aux jeunes sans emploi de manquer de créativité. Et pour créer un emploi, ils ont des problèmes de financement. Est-ce qu'aujourd'hui, la microfinance peut être considérée comme un partenaire important pour nos États dans la lutte contre le chômage, surtout des jeunes? Je vous dis, si on arrive à financer les femmes, ce n'est pas les jeunes qu'on ne peut pas financer. La seule chose qu'on a besoin seulement, oui, mais 25 000 francs. Moi, je vous prends un exemple. Et on m'a raconté une histoire. Je vais raconter ça en 30 secondes. Peut-être ça va nous permettre de comprendre. Il y a des femmes qui travaillent à la cité administrative qui ont du mal à aller faire le marché. Donc, confier à un monsieur, va faire mon marché, je te paye 200 francs, tout ça. Le monsieur, il allait, et puis l'autre dit à sa camarade, mais donc il peut faire pour moi aussi. Il a commencé à s'occuper de 2 ou 3 personnes. Mais arrivé un moment, il avait besoin de faire l'expansion de son activité là. Il s'est permis d'aller demander à une microfinance de lui prêter combien? 125 000. Il a fait ce qu'on appelle les brouettes, que vous appelez les wotro et autres là. Il prenait pour 15 femmes pour venir... il vient se garer à côté de la cité administrative et il partage à tout le palier, ainsi de suite. Et la dame, un jour, elle voulait louer une maison à Yopougon en Anéré. Et on lui dit le propriétaire n'est pas là.
Et elle dit que je vais l'attendre aujourd'hui parce que si je ne dors pas dans cette maison, l'autre là-bas me dit de laisser la maison. Et elle attend le propriétaire, elle voit c'est qui, c'est celui qui lui livre, c'est Ignam chaque matin. Vous comprenez? C'est pour vous dire que ce dernier-là, si la microfinance n'était pas là hier pour l'aider, comment elle allait faire l'expansion de ses affaires? Ce n'est pas une affaire de femmes seulement. Hein. La seule chose que les jeunes doivent comprendre, il faut prendre l'initiative. Si tu n'entreprends rien, tu n'auras rien. Même si on met des millions tout de suite à leur portée, mais s'il n'y a pas cette volonté de travailler sur cet argent-là, on va gâter. On a parlé tout de suite de la faiblesse de certaines microfinances qui ont disparu et autres. Mais il y a des grosses banques qui ont disparu aussi. Il s'agit d'une question de management. C'est ce que M. Bamba a dit tout à l'heure. On est trop fort en Afrique. On doit connaître souvent qu'on n'est pas fort, qu'on a besoin de l'autre pour avancer. Mais nous, on est trop forts ici. Hein? On est des extraterrestres. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, moi je le dis, moi je suis en dehors de mon activité administrative, mais je suis dans un domaine culturel. Mais bien avant ça même, aujourd'hui je suis à l'éducation nationale. Quand vous voyez les fonctionnaires les plus entêtés de Côte d'Ivoire, la plupart sont les enseignants. Oui. Ils veulent sortir du système des banques parce que les usuriers ont déjà verrouillé tout. Oui. On lui prête 100 000 francs, il va rembourser 1 200 000 avec la complicité de certaines banques. Aujourd'hui, ils veulent même qu'on les paye main en main même et puis vont rentrer à la maison. Moi, je connais moi, je suis chef de service, je suis un directeur de choses. Moi, j'ai des collègues, quand je rentre le soir, ils sont encore au bureau, ils ne sont pas pressés. Parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer. Voilà la vérité. Oh, les microfinances, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit ce que je retiens d'une microfinance, c'est qu'on se tutoie. Et comme vous connaissez, le taux d'analphabétisme est très élevé. Les microfinances n'exercent pas la même pression, monsieur. Non, pour ce qui concerne, non. Avant qu'il réponde à cette question, je voudrais ajouter quelque chose sur ce qui vient d'être dit. Vous voyez que, en fait, on parle des jeunes qui sont en chômage, ils ont besoin des moyens, mais je pense que les jeunes ne font pas comme les femmes. Ne prennent pas l'initiative comme les femmes. Exactement. Et ils ont besoin, il n'a jamais fait d'expérience d'investissement, mais il a besoin d'1 million pour commencer. Et en termes de gestion, c'est impossible. C'est pourquoi les structures de financement que l'État met en place dans n'importe quel pays, ça ne marche pas. Parce qu'on finance et puis les jeunes disparaissent. Donc il faut effectivement instruire ces jeunes pour qu'ils puissent comprendre qu'il faut commencer par 25 000. Lorsque vous maîtrisez, permettez-moi l'expression, les 25 000, demain vous pourrez maîtriser 50 000 et puis agrandir progressivement les activités et donc commencer par... Non, moi je dirais qu'en dessous des microfinances, il y a le tonton. Le tonton, quand le jeune homme vient te voir, tu lui donnes 1 million, tu dis va faire un business. Oui. Mais moi, je vois mon jeune homme qui vient prendre 1 million avec moi, et puis après, je vois les habits qu'il porte, moi, je ne porte pas. Je lui demande, je lui dis, mais tu commences ton affaire là quand? Il lui reste même plus 100 000. Sur 1 million. Parce qu'il a pris pour faire autre chose. Oui, Joël, et puis. Monsieur, c'est vraiment tout à fait symptomatique. C'est effectivement cela. C'est une question de mentalité. Il faut que la jeunesse de ce pays finisse par comprendre une chose. L'État-providence, c'est fini. On est dans un gouvernement, on est dans un système où notre gouvernement est un gouvernement libéral. Et il faut se rendre compte que l'État qui vient protéger, qui vient jouer aux gendarmes pour niveler tout, c'est fini. Si vous ne prenez pas d'initiative, et quand vous prenez des initiatives, si vous ne vous organisez pas correctement, personne ne viendra vous aider. Alors, nous marquons une pause et nous reviendrons sur notre plateau pour la deuxième partie de Tribune Actu. Tribune Actu, quand l'information s'invite chez vous. Tribune Actu, c'est le meilleur de l'actualité, sous tous ses thèmes, économie, sport, culture, société, politique. L'actualité commentée, décryptée et analysée par des professionnels de la communication et de l'information. Tribune Actu, le seul et l'unique talk show, parce que l'information précède le développement. Tribune Actu, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous revenons sur notre plateau pour la deuxième partie de Tribune Actu. Et cette fois-ci, nous allons parler de cinéma avec M. Adama Coulibaly, plus connu dans le milieu du cinéma en Côte d'Ivoire sous le nom de Arantes Bonali. Alors, il vient d'organiser tout dernièrement le JPAT qui est le Grand Prix africain du cinéma, de la télévision et des TIC. N'est-ce pas, M. Arantes? Bien. Et je suis content que vous vous adressez maintenant à Arantes parce que la première partie, c'était Adama Coulibaly, un citoyen comme tout le monde qui a participé au débat, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus l'artiste. Je viens d'organiser la deuxième édition de JPACT. JPACT, c'est le Grand Prix africain du cinéma, de la télévision de TIC, qui est un festival international de cinéma et qui a eu lieu à Abidjan. Quel bilan on peut faire aujourd'hui en ce qui concerne le cinéma en Côte d'Ivoire et surtout en fait en Afrique?
si on doit mettre toutes les productions qui se font sur le sol ivoirien comme un produit cinéma, je dirais que le bilan il est positif. Mais si on veut faire la clarification, il va y avoir maintenant, côté cinéma, on est naze. Parce que, à part le mec idéal qu'on a produit il y a presque 3 ans, on n'a pas fait de film cinéma sur le sol ivoirien. C'est seulement qu'on vient de faire un dernier qu'on appelle Round, qui a été fait par, avec Isaac Debankole comme acteur dedans, qui était à Cannes. Donc, la Côte d'Ivoire produit un film cinéma chaque 2 ans. C'est la moyenne que je peux donner. Mais côté les autres productions, ça continue, les séries télévisées. Je dirais que en Afrique francophone, nous sommes numéro 1 en séries télévisées. Ça, je le dis. En séries télévisées, nous sommes numéro 1. Mais en court-métrage, on ne produit presque pas, sauf quand les enfants doivent sortir des écoles de cinéma parce qu'il faut quelque chose pour prouver qu'on vient d'une école de cinéma. Parce qu'en fait, on ne vend pas les courts-métrages comme il se doit, donc les gens ne produisent pas. Mais en série télévisée, nous sommes numéro 1 en Afrique francophone et toutes nos productions sont diffusées dans tous les pays francophones en Afrique. Et même maintenant à l'international parce qu'on veut ces films-là en version, comme on appelle en version anglaise. Alors, à la base, quelle était la motivation première en ce qui concerne l'organisation de ce festival? Non, d'abord, je me suis rendu compte d'une chose. Quand le FESPACO est né avant moi, parce que je suis né la dernière année où Pelé a gagné sa Coupe du Monde, avant ça, 2 ans auparavant, il y avait la semaine du cinéma de Ouagadougou, et qui 4 ans plus tard est devenu le FESPACO en 112. Voilà, moi je suis de 110. Mais de cette période jusqu'à maintenant, j'ai vu des cinéastes ivoiriens qui ont remporté le Grand Prix du FESPACO tel que Djili en 81 et au nom du Christ de Nyuambala en 93. Mais quand je regarde ces grands frères-là et nous qui se débrouillons un tout petit peu entre nous, mais vraiment c'est... Exactement. Mais ils n'ont que la gloire, ils n'ont rien. Je me suis dit, mais après analyse, il faut que du cinéma d'auteur. Le cinéma d'auteur, on ne vend pas. On va dans les festivals, on nous applaudit, on est content. Vous comprenez? Moi, je prends pour le cinéma commercial, comme les États-Unis. La France fait beaucoup plus de cinéma d'auteur. Et c'est pour cela que nos cinémas ne décollent pas, parce que nos cinémas viennent du cinéma français, parce que la plupart de nos déventions ont été formées en France. Or, nous, on a su tricher sur les télévisions étrangères, telles que les télévisions américaines ou bien les films américains. Nous avons vu qu'ils font des films qui sont intéressants, mais qui ne respectent même pas souvent les règles du cinéma à 100%, telles que quand tu prends 24 heures chrono, ça ne respecte pas les règles du cinéma à 100%. Quand vous regardez un film comme Titanic qui a remporté tous les Oscars et autres, voilà, mais c'est 178 erreurs qui se trouvent dans Titanic. Si vous voulez, vous allez sur www.erreurdefilm.com, vous allez regarder, c'est 178 erreurs à l'intérieur d'un seul film. Donc, en d'autres termes, on a dit que, mais attends, qu'est-ce qu'il a produit? C'est n'importe quoi. Non, mais c'est n'importe quoi là qui est intéressant. Et ça, c'est du cinéma commercial. L'esthétisme prime sur ce qu'on appelle l'école. Or, nous, on aime faire du cinéma de l'école, les gens ont l'impression que nos fictions sont des documentaires. Donc, c'est ce qui fait que ça ne décollait pas. J'ai dit, mais pourquoi on ne crée pas un marché de cinéma commercial? Même marché, on va venir s'asseoir pour acheter, on va acheter quoi? Les meilleurs. Donc, pour connaître les meilleurs, il faut les primer. Voilà pourquoi on a appelé ça le Grand Prix. Et voilà un peu ce qui fait le GPACT. Le GPACT, l'année dernière, c'était 119 films inscrits, 32 films nominés, 14 pays présents. Cette année, c'est 86 films inscrits, et 89, parce qu'il y a 3 qui sont venus folklore, qui sont venus après la date butoir de dépôt des trucs, du Gabon et autres. Et à côté de ça, nous avons eu cette année 17 pays en Côte d'Ivoire et nous avons eu 25 nominés. Donc voilà un tout petit peu, je dis le GPACT avance, mais pour un festival qui est sans publicité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, là, sans publicité mais qui avance, mais on communique un peu. Voilà un tout petit peu le GPACT. Il faudra nous aider à communiquer aussi. Alors monsieur... Oui. Monsieur Arantez Benali, qui est quelqu'un de très important dans ce milieu, vous ne pouvez pas véritablement évoluer dans ce milieu sans connaître, sans avoir entendu parler de ce monsieur. Il faut lui rendre hommage, parce qu'ici dans ce pays, on rend hommage aux gens quand ils sont entre 4 planches. Mais après cela, voilà. Je voudrais poser une question. Moi, j'ai eu la chance d'avoir pour encadreur M. Roger Nyuambala, qui est un véritable monstre du cinéma. Et vous, aujourd'hui, quels sont vos rapports, vous, votre génération de cinéastes, quels sont vos rapports avec cette ancienne garde-là? Parce qu'il y en a encore qui sont là.
Et puis la deuxième question que je vais vous poser, et vous y répondrez en même temps que la première, c'est de savoir, il y a la télévision, ce que les gens ne savent pas, ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est qu'il y a un genre télévision et un genre cinéma. La télévision et le cinéma sont deux genres tout à fait différents. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure aussi qu'au niveau de la télévision, ça va, mais au cinéma, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre cinéma avance? Parce qu'effectivement, la majorité des gens que nous connaissons et que nous appelons à tort cinéastes sont des vidéastes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? D'accord. Et je pense que la solution est toute trouvée par le GPACT. On fait plus la promotion des stars. Vous n'allez jamais lancer un cinéma tant qu'il n'y a... C'est des grandes affiches qui font un film. Vous voyez un bout de papier qui est affiché au mur là, et puis à cause de ce bout de papier, tu dois aller regarder ce film. Qui ne parle pas, qui n'a pas de musique, il n'y a rien, mais c'est écrit là-dessus un film, quand on met des photos dessus, et puis c'est l'affiche. Mais qui est star en Côte d'Ivoire? Qui peut permettre à un public d'aller payer pour regarder? Il n'y en a pas. C'est pour cela, vous avez vu la première édition, il y a eu Majid Michel, puis cette année, il y a eu John Demelo, il y a eu même Brice Lemaire qui a fait la doublure de Johnny Depp dans les choses, comment on appelle, les Pirates des Caraïbes, tout ça. Ils sont venus à Abidjan. Ça permet à nos cinémas de se frotter au grand et d'avancer. Ce qu'il faut au cinéma pour décoller, il faut des stars. Parce que le cinéma d'auteur, la star, c'est le réalisateur. Or, le cinéma commercial, la star, c'est l'acteur. C'est l'acteur qu'on vend. Aujourd'hui, je vais vous demander un film qu'on appelle Bouka. Tout le monde va dire que c'est le film de Roger Nwambala. Mais le petit qui a joué Bouka là, qui connaît son nom? Personne. Quand on va dire au nom du Christ, tout le monde dit que Roger Nwambala. Mais nous tous, ces personnes, on connaissait Gondo Pierre, paix à son âme. On connaissait Nakisi Savané. Voilà. Mais si je dis tout de suite Djeli, tout le monde sait que c'est Fadiga Kramo. Mais qui était l'acteur principal? C'était Ouattara Yao Joachim. Voilà. Mais la dame qui a joué, qui était l'héroïne du film, je ne connais même pas son nom. Oh, je suis censé avoir une culture de cinéma plus poussée que vous. Oui. Parce que moi, j'exerce là-dedans. Voilà. Mais il n'y a pas de stars. Vous faites un plaidoyer contre le cinéma d'auteur? Non, pas non, je dis on peut faire du cinéma d'auteur, mais il faut être rassasié en fait. Parce que pour moi, si on ne vend pas, pourquoi on exerce? Les microfinances ne vont pas nous prêter. Hein? Alors tout à l'heure, M. Arantes disait que ce qui manque au cinéma africain, ce sont les stars. Moi, je dirais aussi que c'est le public. M. Bamba, est-ce que vous êtes des consommateurs du cinéma africain? Alors, franchement, pas de cinéma africain francophone. Je suis depuis un moment un fanat de Nollywood, pour ne pas dire le nom, mais enfin, j'attends maintenant qu'il y ait Babywood, puisque j'attends parler de Babywood maintenant. Je pense que ce qu'il dit est très important. En définitive, il y a toujours, et ça, je vais peut-être revenir encore à mon métier, il y a toujours des tournants décisifs qui se font dans les différents secteurs. Et les pays anglophones font ces tournants décisifs-là avant les pays francophones. Je ne sais pas quelle est cette explication très non. Parce que ce qu'il dit, ce cinéma d'auteur qui est encore très présent en Afrique francophone, je ne suis pas sûr que ce soit le cas en Afrique anglophone. Aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent pratiquement les stars des feuilletons, des films qui passent sur les chaînes nigérianes. Mais bon, en tout cas, moi, je ne connais aucun réalisateur, le nom d'aucun réalisateur, comment on appelle nigérien. Donc, ce qui m'intéresse, bon, et souvent, lorsque j'allume, je vois tel acteur. Dès lors que je le reconnais, je sais que je me dis que c'est un bon film. Je vais aller jusqu'à la fin. Même si je ne connais pas son nom, mais je finis par m'habituer à cet acteur. Je sais que c'est un bon acteur. Dès que je le vois, je vais jusqu'à la fin du film. Donc je pense qu'il y a véritablement ces enjeux de prendre le bon virage au bon moment. Et surtout d'être pragmatique, il a dit tout à l'heure. D'être pragmatique et d'avoir cette vision business. Je pense que ça, on est complexé. Les francophones sont complexés. C'est-à-dire que nous, les francophones, on a honte de dire que je veux gagner de l'argent. Je veux devenir riche. Dès que tu le dis, on dit que tu manques de modestie. Oui. On dit que tu n'es pas humble. Oui. Donc du coup, chacun essaie, comme il le dit tout à l'heure, chacun essaie à la limite même de se montrer pauvre, même si les riches, de faire semblant d'être pauvre, etc. Si les enjeux économiques font qu'il faut faire du cinéma, comme il dit, du cinéma qui permet du cinéma commercial. Mais il faut le faire. Puisque en définitive, c'est le client qu'on regarde. C'est ce que le client demande. Et il est prêt à payer pour. Enfin, il faut y aller. Il ne faut pas avoir ce complexe pour dire oui, faire de l'intellectualisme, etc. Et c'est la même chose que nous avons fait dans mon secteur. Je dis, au début des années 90, lorsque vous venez dans la microfinance pour dire je veux faire des bénéfices, et moi je le dis, hein,
La première fois que je me suis rendu au ministère de l'économie et des finances en Côte d'Ivoire, le directeur de l'époque à qui que j'ai informé que je voulais faire de la microfinance commerciale, une société de microfinance commerciale, la première chose, c'est de dire, ah bon, monsieur Maman, vous voulez gagner de l'argent sur le dos des pauvres. Mais il n'avait rien compris. Mais je ne veux pas être pauvre. Si je suis pauvre, comment est-ce que je peux aider les pauvres? Je ne peux pas aider les pauvres si je suis moi-même pauvre. Donc voilà. Alors tout à l'heure, M. Baba, en parlant, il a cité Nollywood qui marche très bien. M. Maotougi, pourquoi dans ces pays-là, anglophones, ce secteur marche bien et puis dans les pays francophones, on traîne encore le pas? Moi, je pense que Andrés est bien placé pour répondre à cette question. Mais vous êtes un expert aussi en géopolitique, aussi économiste. Non, ce que moi je vais dire simplement, c'est que, comme une petite histoire, nous sommes allés dans un pays anglophone et il y avait un séminaire. Et arrivé un moment, on voulait travailler ensemble. Et puis les anglophones nous ont dit non, les francophones, vous n'êtes pas pragmatiques, allez-y là-bas et puis nous on reste là. Je vous assure. Ils étaient en train de jouer le basket. Nous étions en train de réfléchir sur les vocabulaires. Oh là là. Donc, pour dire qu'il y a cet aspect, on est complexé, en même temps, on veut vraiment montrer que nous sommes les super intellectuels, et c'est dommage. Donc, la question que je veux poser à notre spécialiste, c'est de dire, est-ce que ce secteur-là, aujourd'hui, n'est pas envahi par les non-professionnels? Est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui viennent parce qu'elles n'ont plus rien à faire? Quand nous allons sur ces chaînes et que nous regardons les films sud-africains ou bien les films nigériens, il y a un auteur dedans, nous voulons suivre jusqu'à la fin. Un acteur. Un acteur, merci. On se dit, il faut aller jusqu'au bout parce que s'il est dans ce film, c'est qu'il y a quelque chose de bon. C'est que c'est intéressant. Ouais, c'est que c'est vraiment intéressant. Et malheureusement, chez nous ici, on voit la qualité un peu plus ou moins. Voilà, donc je me pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont embrassé le métier parce que simplement. Juste pour appuyer un peu son. Moi, par exemple, je veux remarquer une chose, c'est que quand je vais chaque fois à l'étranger, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les personnes les plus populaires après Drogba, c'est Boiri et Gou. Vous voyez? Et donc je me dis qu'il y a peut-être des icônes sur la place. Comme vous voyez, parce que je me souviens, j'étais à l'étranger et la fille de chambre la femme de chambre qui nettoyait mon truc m'a demandé si j'étais ivoirien. Je lui ai dit oui. Mais la première chose, elle m'a dit, est-ce que vous connaissez Boiri? Elle était haïtienne. Je lui ai dit, mais bon, Boiri? Je lui ai dit oui, mais c'est un acteur ivoirien. Elle dit Boiri. Mais Boiri, mais je l'adore, c'est le haïtien crassé. Alors, donc, je lui ai dit, ça veut dire qu'elle, déjà, elle s'identifie pratiquement, et que certainement beaucoup d'Haïtiens s'identifient à cet acteur-là. Est-ce que nous ne pouvons pas, comme vous l'avez dit là, nous ne pouvons pas quand même nous appuyer sur quelques icônes que nous avons là pour essayer de faire grandir un peu le cinéma ivoirien, surtout le... Non, je comprends vos préoccupations et c'est bien fondé et c'est tout ça qui nous a permis de créer le festival. Mais il faut reconnaître, parce que je viens des premiers Gou, parce que tout film où Gou était présent, ces films-là ont été achetés en Europe. Tout film où Gou était présent. Boiri, un peu, mais Gou, c'est une star à l'international. Stoumi Bouxi voulait faire son clip et il voulait s'appuyer sur quelqu'un, mais c'est Gou, il a pris. Parce qu'à Cap-Vert ou partout, tu vois, c'est Gou Michel. Même Magic System, pour lancer souvent les clips en Europe, c'est Gou ils prennent. Parce que Gou, moi je le dis, celui qu'on appelle star, c'est quelqu'un qui est dans un film et que les annonceurs ont envie de voir. Quel est l'acteur aujourd'hui qui est sur les panneaux publicitaires à Abidjan, si ce n'est pas Gou? Voilà. Donc s'il vient me dire demain, si tu ne payes pas 5 millions, je ne tourne pas dans ton film, je vais payer parce que je sais que les sponsors vont me suivre. C'est ça l'économie du cinéma. Je suis allé dans certains pays pour aller enseigner l'économie du cinéma pour que les gars comprennent comment on investit dans le cinéma et comment on gagne de l'argent dans le cinéma. Moi, je n'ai pas trop d'argent, mais je n'ai pas faim. Ça, je le dis. Et donc, ce que je vais dire par rapport à nos devanciers, la seule chose qui fait, ils sont de l'ancienne école, l'école des pellicules. Nous sommes de l'école du numérique. Ils ont des difficultés d'adaptation. Mais nous, il est difficile que nous, on s'adapte aux pellicules parce qu'on n'a rien à voir avec les pellicules. Seulement que c'est en kinoscopage maintenant qu'on a accès aux pellicules. Parce qu'on tourne en numérique
et après on va en studio pour gonfler en pellicule 35 mm. Or avant, pour faire un seul long métrage de 1h30 minutes, il fallait 53 millions de francs CFA des pellicules vierges. Or aujourd'hui, les 53 millions, tu prends, tu peux faire 4 films avec et tu vas gonfler et puis tu as 4 films sous la main au lieu d'avoir que des pellicules vierges qui n'ont rien à voir avec la caméra, qui n'ont rien à voir avec l'équipe technique, qui n'ont rien à voir avec les cachets. Voilà. Aujourd'hui, là... Que répondez-vous, parce que là, vous mettez les pieds dans le plat, que répondez-vous à ceux qui vous disent qu'en faisant ça, vous ne faites pas du cinéma? Parce que, bon, peut-être que... Non, on n'a qu'à faire de la production. Non, parce que le problème du cinéma, je vais vous dire, si on veut faire du cinéma, il y a des règles qui sont définies pour faire du cinéma. Oui. Mais les États-Unis aujourd'hui, qui est la première puissance mondiale de cinéma en qualité, parce qu'en quantité, c'est le Nigeria. États-Unis tourne maintenant en numérique et gonfle en 35 ou bien tourne en, même quand on dit en 3D, c'est du numérique, ce n'est pas du pellicule. Voilà. Mais États-Unis qui a plus de moyens pour faire un film, aujourd'hui là, eux, ils font en numérique et puis nous on va venir s'asseoir pour dire qu'on veut faire pellicule, pour qu'on nous appelle cinéaste. On a fait ces études là, on est sorti des grandes écoles comme nos devanciers. Mais quand je fais le bilan de eux, ce qu'ils ont déjà fait, parce que la plupart sont dans la soixantaine aujourd'hui, et nous qui sommes déjà jeunes, si on veut avoir les mêmes parcours, et le monde a changé. C'est le showbiz. On aime le show, mais on n'aime pas le biz. C'est ce qui fait qu'on est appauvri. Arantes de Bonali, je dirais plutôt Adama Koulibaly, Salman Maotogui, Bamba Fan, Joël Goli. Nous avons été très heureux ensemble de conduire cette émission. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une édition de Tribune Actu.